7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Grand angle. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Clémence et bonjour tous les progressistes bambocheurs de Radio Courtoisie, merci. Vous êtes fondateur de Putsch Média. Quelle une peut-être vous voulez mettre en avant aujourd'hui? Rapidement, ce matin, nous allons avoir dans la matinée l'interview exclusive de Jason Miller, le patron de Getter, ancien porte-parole de Donald Trump, qui viendra parler de la liberté d'expression, la liberté de débattre et le lancement de Getter en France. Voilà, donc une grande interview à retrouver ce matin dans Putsch.media, Clémence. Oui, il a de quoi dire, puisqu'il a suivi à l'époque quand même le compte Twitter de Donald Trump qui a été suspendu. Donc en effet, en question de liberté d'expression, il y a des choses à remarquer aussi du côté de l'Occident. On se tourne tout de suite vers notre invité Jean-Paul Briguelli. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Monsieur Briguelli. Bonjour. Vous êtes normalien, agrégé de lettres, vous avez enseigné pendant de nombreuses années au collège, au lycée, puis en classe préparatoire, et vous présentez ce livre, La fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire, aux éditions L'Archipel. Il faut savoir, je pense que tout le monde a entendu parler de votre premier livre sur La fabrique du crétin qui sortait en 2005, et finalement, vous venez ici nous expliquer les raisons de ces dérives. Pourquoi avoir repris le stylo, alors qu'en plus, c'est marrant, à la toute fin de votre livre, vous dites bien que ce sont des sujets qui vous mettent de mauvaise humeur. Et d'ailleurs, à la toute fin, c'est amusant, vous dites « Pardonnez-moi pour mon caractère de chien pendant toute la rédaction de cette étude, puisque faire le bilan des 40 dernières années à l'école de la République ne me mettait pas toujours de bonne humeur. » Il y a des raisons de ne pas être de bonne humeur. Je veux dire, on entre dans le métier, donc moi, dans les années 70, avec l'idée que l'on va perpétuer toute une tradition culturelle. Et puis on se rend compte que le système est déjà vérolé, dès cette époque. J'explique que ça a commencé dans les années 60. Tout à fait. Et que le système est vérolé et qu'il tend vers une bipartition. 90% d'ilotes, comme on dit chez les Spartiates, c'est-à-dire de crétins sous-diplômés, 10% de classes dirigeantes qui s'auto-reproduisent. De ce point de vue-là, on est un peu en 1788. Vous voyez, l'aristocratie enfante l'aristocratie, etc. Ça a mal fini, comme on sait. Et puis, c'est justifier, c'est ça qui est le plus fort, cette politique qui a été le fruit d'une pensée libérale, européaniste, mondialiste, etc., a trouvé des alliés improbables chez ce qu'on appelle les pédagogues ou pédagogistes. Qui sont eux bien à gauche. Qui eux sont plutôt à gauche et qui se sont dit mais c'est une occasion extraordinaire pour faire passer nos théories. Et il se trouvait que ces théories, l'élève au centre du système, qui construit même ses propres savoirs, enfin je vous renvoie à la loi Jospin de 1989, ces théories coïncidaient merveilleusement avec le projet politique alors de ceux qui avaient décidé non pas de détruire l'école, il faut bien comprendre, l'école telle qu'elle est marche admirablement selon le projet de gens qui, dès les années 60, se sont dit « Nous allons éliminer tout ce qui, dans l'école, renvoie à l'idée de nation, de culture, de langue, tout ce qui permettait, au fond, d'être un citoyen libre, responsable, etc. » Si vous voulez, derrière l'école telle qu'elle se fait, il y a tout le néolibéralisme contemporain, il y a la culture Uber. Culture Uber, vous comprenez bien, c'est ce qu'on appelle un oxymore. Obscure clarté, etc. Bon, parfait oxymore. C'est-à-dire qu'on a fabriqué des gens dont la vocation est d'être vautrés sur un canapé en triturant leur télécommande, en regardant téléfoot. Voilà. Et ça marche très bien. Ça marche très très bien. J'ai bien peur d'ailleurs, peut-être ça qui me met un peu en colère, que le système soit aujourd'hui cadenassé. C'est-à-dire qu'on est en 1788, mais les chances d'une insurrection s'éloignent en permanence, tellement c'est bien fait. Tellement c'est bien fait. Et les seuls qui comprennent comment c'est fait sont ceux qui profitent du système. C'est-à-dire
vous avez un certain nombre de pédagogues, des vrais alors, cette fois-ci, un certain nombre de politiques qui comprennent très bien que j'ai raison, mais qui ne lèvent pas le petit doigt Bien parce sûr. que leurs enfants sont à l'abri et le reste, ils s'en tapent. Alors c'est effrayant ce livre, vraiment je vous invite à le lire et vous dites, monsieur Jean-Paul Grégui, qu'avec l'école il ne s'agit plus de former l'ensemble d'un peuple, mais de dissocier la nation en une petite élite oligarchique et une masse de consommateurs. Donc la question que j'ai envie de poser, c'est vraiment une question de fond, c'est finalement est-ce que cette décadence de l'école est parallèle avec notre décadence, la décadence de notre nation finalement, de notre avenir en commun et de notre démocratie aussi, parce qu'il est question de la démocratie. Et vous l'avez dit, vous dites que l'insurrection est de plus en plus loin. Et c'est effrayant de dire ça. Vous vous rappelez, à l'époque soviétique, les responsables avaient affecté la production des camions à telle région de l'URSS, la production de ce... Bon, on est au même point au niveau de l'Europe. L'industrie est en Allemagne, le camp de vacances est en France. Et on voit, j'habite dans le Midi, on voit très bien déferler chaque année des Allemands ou des Hollandais goguenards, des Scandinaves un peu outrés, qui viennent consommer du cubi de rosé sur la plage et considèrent de très loin les indigènes que nous sommes. La France s'est vidée en quelque sorte, non seulement de son industrie, ça c'est la chair vive, mais elle s'est vidée de sa culture, elle s'est vidée de sa langue, elle s'est vidée de tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, lui construisait un système immunitaire face aux agressions de l'extérieur. Actuellement, nous avons été quand même, je vous rappelle, le plus puissant pays au monde entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Au XIXe, nous étions encore une référence. Au XXe, nous avions le meilleur système éducatif mondial. Actuellement, nous sommes dans le fin fond du classement. Derrière nous, il y a le Chili. Et c'est tout. Nous sommes à des années-lumière des grands systèmes orientaux, mettons Singapour, Shanghai, l'Inde, la Russie d'ailleurs également, qui ont mis le paquet sur l'école. Alors, moi je veux bien qu'Emmanuel Macron dise, pour mon second septennat, qui est sûr, quinquennat, pardon. Parlez pas de malheur, quinquennat, ce sera l'éducation qui sera au centre de mon logiciel, mais il sera au centre de son logiciel comme l'élève est au centre du système, c'est-à-dire en victime désignée, en quelque sorte. Alors, Jean-Paul Briguilly, j'aimerais bien qu'on revienne dans la construction de ce crétin par le libéralisme, puisque vous l'expliquez bien, c'est la droite giscardienne, donc une droite libérale qui, d'ailleurs, alliée avec une forme d'idée d'Europe fédérale. Donc, vous allez nous expliquer tout ça, le lien entre ça, comment cette idéologie-là, cette société libérale peut jouer sur la construction d'un programme pédagogique. À quel moment l'esprit libéral rentre dans l'école, en fait. Et vous dites que la société libérale n'a pas besoin d'un peuple cultivé, donc on comprend, ça c'est a posteriori. Mais à quel moment dans le programme de l'école il est entré et comment ? Alors, ça commence vers 62-63. Alors, juste avant, vous avez Jean Monnet qui, avec quelques autres, crée l'Europe. Jean Monnet, ça fait partie de cette génération qui a eu la chance de connaître 2 guerres mondiales, si je puis dire, qui en est sortie un peu traumatisée, qui a beaucoup d'amour pour les États-Unis. Je vous rappelle que De Gaulle l'accusait d'être le petit télégraphiste de la CIA, si je puis dire, et qui va générer autour de lui, fédérer un certain nombre de gens, alors Giscard c'est l'exemple type, qui ont à cœur d'annihiler la notion de nation, en quelque sorte, pour entrer dans une étape effectivement fédérative, où chaque pays qui n'est plus isolé de l'Europe, et la construction de l'euro par exemple, c'est un symbole très net, chaque pays fournira son contingent de têtes pensantes, de consommateurs. Consommateur est un mot qui commence mal, quand je dis penser. Les 3 premières lettres. Alors, je vous donne un exemple très simple.
J'explique par exemple que la personnalité du ministre de l'Éducation, en moyenne, n'a aucune importance. Quand vous entrez dans le ministère, vous avez un grand escalier avec les photos de tous les ministres. Si vous en connaissez 10, c'est que vous êtes déjà très spécialiste du sujet. En 63, de 63 à 68, c'était Christian Fouché. Alors Christian Fouché, on le connaît uniquement parce qu'il est resté 5 ans. Il n'y a que Blanquer qui vient de battre le record, effectivement. Compétences discrètes sur l'éducation, mais dans ce cas-là, on s'en fiche. Ce sont les bureaux qui font le boulot. Et le bureau central du ministère, c'est toujours le cas, c'est ce qu'on appelle la DGESCO, Direction Générale d'Enseignement Scolaire. Qui est patron de la DGESCO en 1963 ? C'est un agrégé plein de compétences qui s'appelle René Haby, qui va être ministre de Giscard à partir de 1974. Il faut bien comprendre que ces gens-là se sont trouvés dès les années 60 et fonctionnent en poule, en quelque sorte. René Haby lance donc une commission, qu'on appelle la commission Rouchette, pour savoir, c'est une question qui semble bizarre a priori, quel est le français que l'on doit étudier en classe ? Oui. Alors jusque-là, vous n'y étiez pas, mais on apprenait des fables de La Fontaine, des poèmes de Musset, des poèmes de Hugo, et personne ne se posait la question. D'ailleurs, Hugo, par exemple, était sur les billets de 5 francs. Il y avait des billets de 5 francs à l'époque, ça fait moins d'1 € actuellement. Bon... Corneille était sur les billets de 100 francs, Pascal sur ceux de 500. Enfin, nous avions un certain nombre de grandes gloires et l'école avait pour objet d'appuyer finalement la génération montante sur les épaules des géants qui avaient précédé. Voilà, c'était clair, pas de problème. C'est pareil d'ailleurs, c'était pareil en maths. Concrètement, ça veut dire dans le programme déconstruction de l'histoire, déjà, déconstruction du français. Alors, mais pour les mathématiques, par exemple, comment on est arrivé à un tel résultat ? Alors, la commission a déterminé qu'il fallait étudier le français tel qu'il se parlait. C'est comme ça que vous finissez par avoir, il y a 3 mois, un député En Marche, trop bien En Marche vers où, qui a déterminé que l'ambassadrice type du français, c'était Aya Nakamura. Voilà. Que je cite, que je salue comme l'exemple indépassable de la façon dont on doit s'exprimer en français aujourd'hui. Bon, et les commissions parallèles qui voulaient préserver l'apprentissage de la langue littéraire, et le français est une langue éminemment littéraire, éminemment. Je rappelle simplement que presque 80% du français ne se prononce pas. Ça s'écrit. C'est une langue qui, même à l'oral, s'écrit. Si vous supprimez ça, les gens vont finir par écrire comme ils parlent. Voilà. C'est déjà un petit peu le cas, oui. Alors, vous me dites en maths, ça a été du même ordre. Dès les années 50, par exemple, on supprime, en théorie, les devoirs à la maison. Pourquoi ? Au nom de l'égalitarisme qui faisait que certains parents avaient le culot d'aider leurs enfants. Pour mieux enfoncer le clou, on impose les maths modernes. Ça, vous n'avez pas connu ça non plus, vous êtes trop jeune. Maths modernes, c'est la théorie des ensembles. Alors, qu'on soit bien clair, c'est génial. À bac plus 8. Oui, effectivement. De la même façon, dans l'étude du français, on a concrètement, imposé... vous le dites dans votre livre, les maths modernes, ça veut dire qu'une division, avant, on la connaissait en CP, c'est ça ? Non, alors, les 4 règles de calcul, ouais. Les 4 règles fondamentales de mathématiques étaient imposées en CP. Actuellement, la division commence à s'étudier en CM1. En 6e, c'est pas maîtrisé. Et elle ne se fait plus en posant une potence. Tout le monde voit. 18 divisé par 3, crac, 6, 6 fois 3, 18, 0, ça marche. On le fait par soustraction successive. 18, moins 3, moins 3, moins 3, moins 3, moins 3, en faisant le total à chaque fois. 18 moins 3 égale 15, moins 3 égale 12. Et puis on compte les 3, et ça, crac, il y en a 6. Ça prend un temps considérable. Et quand vous... En fait, on ne doit plus connaître ces tables de multiplication par cœur, c'est ça, à l'origine ? Et non, d'ailleurs, elles ont disparu de la 4e de couverture de tous les cahiers sur lesquels elles s'étalaient dans les années 60. Vrai, et c'était mon 70. pire cauchemar à l'époque. Moi aussi, voilà. Et alors,
de la même façon, en français, on a investi ce qu'on appelle la linguistique structurale dans les programmes de 6e. Alors, pareil, linguistique structurale, j'en ai beaucoup fait, c'est génial. À bac plus 8. Mais plus les pédagogues sont idiots, et plus ils sont fascinés par des choses qu'ils ne comprennent pas. De la même manière, en histoire, ils ont été fascinés par ce qu'on appelle l'histoire des annales, qui a commencé dès les années 30 en quelque sorte, et qui analysait de façon très précise des points. Et c'était des gens qui connaissaient déjà à fond l'histoire chronologique. Bon, je voulais vous poser la question là-dessus, justement sur l'histoire. Permettez-moi de vous couper finalement sur Jean Monnet, le fédéralisme européen, et vous dites dans votre livre qu'il y a une tendance lourde à évacuer la culture française et se débarrasser de fait des programmes d'histoire, parce que je crois qu'on nous a toujours dit que l'Union européenne c'était la paix, rappelez-vous, et qu'on a essayé finalement de déraciner les Français en leur faisant penser qu'ils étaient consommateurs et éviter bien entendu d'aller trop vers le patriotisme. C'est ça aussi l'idée de fond depuis Jean Monnet, de déraciner les Français. Alors prenez un billet de banque, n'importe lequel, celui qui traîne dans vos poches, si vous en avez encore. Vous avez J'ai des poches mais plus de billets de banque. Vous avez dessus des architectures idéales qui ne correspondent à aucune architecture réelle. Vous avez des ponts, il paraît que c'est un symbole. Voilà. Vous avez des portes ouvertes, ça aussi c'est un symbole. Vous n'avez rien qui corresponde à un espace historique ou géographique. Nous avions, nous, un certain nombre de grands écrivains, essentiellement, quelques grands hommes, Napoléon, etc. Les Allemands avaient Goethe, etc. Tout ça fonctionnait très bien, mais l'idée générale, c'est que c'était un tout petit peu trop national. Il fallait éradiquer tout ce qu'il y avait de national, y compris d'ailleurs au niveau géographique. Trouvez-moi un gosse qui actuellement connaît les fleuves français, les massifs montagneux français, la délimitation des frontières françaises. Ça s'apprend plus à l'école. Bien sûr que ça s'apprend plus. De la même façon que l'histoire... à mon époque, je ne sais pas si âgé que ça, mais j'avais encore tout de même. Oui, mais ça dépend des établissements. Et c'est là que on a fabriqué, dès les années 80, une école à 2 vitesses. Le Figaro vient de publier son palmarès des meilleurs lycées. Ce sont les lycées militaires qui gagnent cette fois-ci. Ça, et puis vous avez les lycées privés, de toute façon, qui sont en tête très largement. C'est-à-dire, Stanislas, c'est typique, c'est comme l'école alsacienne, c'est l'établissement où les élites en place mettent leurs enfants pour qu'elles deviennent à leur tour élites en place. Bon, alors écoutez bien, alors, si ma comparaison offense quelqu'un, je m'en fiche, je ne vais pas m'en excuser. Ça commence bien en tout cas. Chez les animaux, les chevaux par exemple, ce n'est pas en faisant se reproduire 2 cracks que vous obtenez un crack. Les ventes de yearling à Deauville sont spéculatives, mais vous avez parfois des cracks, rappelez-vous vos chapelous par exemple, qui sont nés de nulle part. L'intelligence n'est pas une donnée génétique héritée d'une filière familiale. L'intelligence surgit, c'est la sélection naturelle qui veut ça, là où ça arrange en quelque sorte la nature. Mais ça, c'est embêtant du point de vue des oligarques qui sont actuellement au pouvoir. Ils tiennent absolument à ce que ce soit leurs enfants qui héritent finalement non seulement de leurs biens, mais de leurs fonctions. Bon, moyennant quoi, si vous appartenez au peuple, alors le peuple c'est très très vaste, je rappelle que les classes moyennes maintenant ont été suffisamment paupérisées pour appartenir au peuple. Bon, si vous avez des enfants qui sont particulièrement doués, alors écoutez bien, ils n'ont à peu près aucune chance d'arriver à des postes de direction. Même quand ils appartiennent à une bonne bourgeoisie, on leur fera sentir toute leur vie qu'ils ne sont pas sortis de Stanislas ou de l'école alsacienne et que donc ils ne seront jamais porte-parole du gouvernement comme Gabriel Attal, sur lui la révérence et la bénédiction. Stanislas ne suffit pas, derrière il faut avoir fait les bonnes écoles supérieures ou l'ENA ou autre. Ah oui, mais l'ENA par exemple, comme Sciences Po, ont supprimé l'épreuve de culture générale qui se faisait par écrit. Par écrit, vous pouvez
très bien, à force de travail, rattraper le niveau que vous n'aviez pas au départ. C'est remplacé par un oral. C'est la saloperie la plus extraordinaire que je connaisse, parce qu'à l'oral, en 2 phrases, vous cadrez exactement l'origine sociale de votre interlocuteur. C'est une question de maîtrise de la langue. Au nom d'égalité, on a supprimé en fait la vraie possibilité, la vraie égalité des chances. Voilà, au nom de l'égalitarisme, on a supprimé l'égalité. Au nom du mérite, on a supprimé l'élitisme républicain. En fait, tout a été fait. Alors, le sommet, je renvoie vos auditeurs à un fait connu. Le sommet, ça a été ce qu'on appelle le protocole de Lisbonne en 1999-2000, qui statue très précisément sur les besoins. Les besoins, c'est 10% de cadres très supérieurs et 90% de consommateurs. Vous voyez ? Très bien. J'ai une question, Jean-Paul Briguillet, avant qu'on termine. Ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est la question que j'aimerais vous poser, c'est à un moment donné, est-ce que ce naufrage de l'éducation dont vous parlez si bien, qui est effrayant, chers auditeurs, est-ce que ça a frappé aussi nos élites, même sur des écoles extrêmement prestigieuses. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte depuis 30 ans qu'on a quand même des élites, droite et gauche confondues, qui prennent la parole et qui prennent des décisions, qui sont plus que médiocres. Est-ce que ça a frappé aussi nos élites ? Ah ben ça, c'est une... vous avez tout à fait raison. Je veux dire, quand on tire vers le bas, on tire vers le bas également ceux qui étaient en haut. Alors, on est arrivé tout à fait à zéro, mais on creuse encore. Il est évident que la classe politique actuelle est d'une médiocrité absolue. Il suffit qu'un candidat aligne 2 références historiques pour qu'il paraisse actuellement comme un garçon extraordinairement cultivé. Plus personne n'a le moindre sens de ce qu'est véritablement un homme cultivé, ou une femme cultivée. Il est évident que la médiocrité ambiante génère une médiocrité à venir. C'est-à-dire que plus on favorise ce système et plus les élites autodésignées vont être nulles. Et là, à un certain moment, si vous voulez, quand on aura atteint le tréfonds pour tout le monde, alors ça va prendre encore un certain temps. Là, il est possible qu'il y ait un mouvement de fond, mais je n'y compte pas pour tout de suite. Je veux dire, la première époque de ce livre, c'était 2005. Tout le monde m'a dit ouais, tu exagères, c'est pas comme ça. C'est le sort qui arrive à Cassandre. Vous savez, Cassandre prédit l'avenir, personne ne la croit. C'est une malédiction d'Apollon. Bon, et je ne pense pas que qui que ce soit qui ait un pouvoir politique décisionnel croit ce que j'écris, ou s'il le croit, haussera les épaules parce que ça l'arrange. Jean-Paul Briguilly, peut-être juste le mot de la fin. Parce que votre constat est absolument terrible, on l'a vu dans ce livre, et le problème c'est que c'est un constat global qui prend non seulement l'éducation, mais en fait, vous l'avez dit, il y a un problème politique, l'Europe, la construction de l'Europe, de la construction de la France. Est-ce que c'est possible finalement de s'en sortir, ou est-ce qu'il faut vraiment arriver au chaos ? Alors, tout recommencer. Il y a 2 solutions. Soit on laisse filer et on arrivera au chaos. Avec un peu de chance, le chaos sera créatif, comme chez les Grecs anciens. Vous savez, bon, ça peut aussi être extrêmement mortel. Bon, soit on prend des décisions énergiques. Je prends un exemple. J'ai plein de collègues qui font admirablement leur boulot, du moins qui essaient de le faire. Bon, qui sont en but à des inspecteurs qui leur imposent des programmes aberrants. Alors, soit je leur conseille de s'insurger, soit, en même temps, il faudrait pouvoir virer les 20 ou 30 000 profs et inspecteurs qui salopent le système. Et pour ça, la première chose à faire, fait partie des propositions en fin de livre, c'est de réformer sauvagement la fonction publique. Ça, j'y compte pas pour tout de suite. Merci beaucoup Jean-Paul Briguilly pour ce livre et votre franc-parler, La fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire aux éditions L'Archipel. Merci à vous Nicolas Vidal, et merci à vous tous chers auditeurs qui nous écoutez et qui nous soutenez. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.